Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le budget d'une de mes abonnées. Je sais que c'est un format qu'une majorité d'entre vous adore. Je reçois chaque semaine des demandes sur Instagram de nouvelles vidéos sur ce sujet-là. Donc j'essaye d'en faire un petit peu plus souvent de base. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire une seule fois par mois. Et finalement, vous me demandez tellement souvent que dès que je peux intégrer un autre budget, le partager avec vous, je le fais. Je reçois pas mal de budgets. Si jamais vous voulez participer à l'un de ces petits épisodes, on va dire, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, sur mon compte Instagram Mûre et Noisette. J'ai une story qui est à la une où vous pouvez trouver toutes les instructions pour participer. Sachez que j'ai quand même beaucoup de demandes. Si jamais je ne vous réponds pas, n'hésitez pas à me relancer. Si par exemple vous m'avez envoyé votre budget il y a quelques mois, vous pouvez me l'actualiser, me relancer, etc. Parce que c'est vrai que j'en ai pas mal et des fois j'ose pas recontacter ceux qui me l'ont envoyé il y a longtemps parce que je me dis ça fait quand même quelques mois, peut-être qu'entre temps ils ont plus envie de le partager. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes toujours intéressé. Si vous avez des budgets aussi atypiques, c'est très intéressant à partager. N'ayez pas honte du sujet de l'argent. Je pense que c'est important. Plus on en parle, moins il y aura de tabous dessus. L'argent, ça peut être source de bonheur, de souffrance, ça peut être source d'injustice. Et je pense que plus on en parle, plus on essaye de se partager nos astuces, plus on voit comment ça se passe chez les autres, plus on peut peut-être se sentir plus légitime pour demander une augmentation, peut-être qu'on peut négocier pour certaines choses, voire se dire que peut-être on paye un peu cher de loyer pour notre région, etc. Et c'est vraiment ça qui est important. Le but, c'est pas de juger ou de critiquer les autres. Chaque budget est personnel, on a tous des choses qui sont importantes pour nous, alors qu'à d'autres personnes ça va leur paraître totalement optionnel et pas du tout indispensable. Chacun sa vision des choses sur l'argent, c'est super de le partager et moi j'adore communiquer autour de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer votre budget si vous le souhaitez, donc ça se passe sur Instagram et on va attaquer tout de suite avec le budget de Caroline. Alors Caroline a 31 ans, elle est séparée depuis peu de son ex-conjoint avec qui ils avaient acheté une maison à rénover. Il y a son ex-conjoint qui est en train de récupérer à 100% le prêt, la maison, etc. auprès de la banque. Tout simplement parce que c'était une maison donc en rénovation qui avait un gros prêt travaux dessus et que s'ils avaient vendu maintenant ils auraient dû rembourser 5000 € chacun à la banque, et à moins que l'un des deux récupère la maison et continue. Donc elle ne va pas récupérer d'argent sur le fait de ne plus être propriétaire de cette maison, et là elle est partie vivre dans un studio de 23 mètres carrés en Franche-Comté. J'adore cette région, c'est trop joli. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette région, je sais pas si c'est parce que je suis trop bien tombée, mais je trouvais que c'était tellement vert, tellement joli. Donc en tout cas, moi j'adore l'endroit et apparemment c'est vraiment pas trop cher quand elle me montre les prix qu'elle paye, etc. pour son studio, mais pour l'appartement qu'elle va prendre ensuite. Donc on va détailler son budget ensemble. Il va y avoir pas mal de petites nuances dans son budget puisqu'elle est vraiment dans une période de transition. Dans quelques mois, elle va être mutée, donc elle aura un meilleur salaire, mais elle va devoir changer d'appartement aussi, qui coûtera un peu plus cher. Voilà, elle a plein de petits frais comme ça qui vont être modifiés. Son travail sera plus loin de son logement, donc il y a pas mal de choses qui vont changer comme ça. On va détailler tout ça. Alors son salaire est actuellement de 1670 €. Normalement il est un peu plus élevé, mais là pendant 3 mois elle a un prélèvement à la source en plus pour les impôts parce qu'il y a eu une régulation, puisqu'elle a eu une augmentation de salaire l'année d'avant et que du coup elle paye un peu plus d'impôts, donc il y a une espèce de régulation qui s'est mise en place. Et à partir de janvier elle gagnera aussi 110 € en plus, ce qui lui fera un salaire de 1870 à partir de janvier 2023. Pour l'instant elle est encore à 1670, donc on se base sur ce budget là et ses dépenses actuelles, et on parlera en fin de vidéo de tout ce qui va changer avec son nouveau budget. Alors le loyer de son studio avec les charges comprises, donc l'eau et les ordures ménagères, va lui coûter 330 € par mois, donc c'est vraiment assez économique pour un studio. Elle devrait changer dès qu'elle aura son nouveau poste pour un appartement de 70 mètres carrés qui lui coûtera seulement une centaine d'euros en plus, donc vraiment très intéressant. Ensuite en énergie, donc électricité plus gaz, elle est mensualisée à 78 €. C'est un peu l'estimation que lui a fait Engie au moment où elle a souscrit à son abonnement, etc. d'énergie, mais elle est actuellement en consommation réelle à 16 € par mois, donc elle aura très probablement une régulation, même si au printemps-été on a tendance à quand même moins consommer d'énergie qu'en hiver, donc ce sera peut-être pas 16 € lissés sur tous les mois.
Mais voilà, généralement, vu que l'hiver, même quand on chauffe pas beaucoup, il va y avoir le chauffe-eau qui consomme plus. Et si on est quelqu'un qui ne met pas la clim en été, souvent on consomme quand même plus l'hiver. Sur le poste communication, elle en a pour 44,99 € chez Orange pour sa box internet et son abonnement téléphonique. C'est pas excessivement cher, mais c'est vrai qu'on peut trouver moins cher. Après, ça dépend, il y a des endroits où par exemple Orange est le seul à capter et dans ce cas-là, on est obligé de rester chez eux. Orange, ils ont quand même un très bon réseau, c'est vrai qu'il marche plutôt bien dans la plupart des endroits. C'est pas non plus le cas partout, mais généralement ça marche bien. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus chers que les autres en moyenne. Donc par exemple, si elle passait chez Red, chez SFR, si ça lui convenait, ça pourrait lui coûter moins cher. Après, si c'est pas une nécessité pour elle de changer, ou si Orange est celui qui capte le mieux autour de chez elle, ou si pour une raison ou une autre elle veut garder Orange, c'est très bien aussi. Ensuite, pour Netflix, elle en a pour 8 € par mois. Donc je sais pas si c'est l'ancien prix ou si elle partage son abonnement avec quelqu'un d'autre. Ça peut être vraiment très rentable de faire ça. Si vous êtes seul à la maison à utiliser Netflix par exemple, que vous habitez dans un studio ou quoi et que vous n'avez pas besoin des plusieurs comptes qui vont avec un abonnement Netflix, vous pouvez partager votre abonnement avec d'autres gens. Il y a des applications qui existent pour éviter les problèmes entre amis de devoir se rembourser, etc. Vous pouvez utiliser Split, ça s'écrit avec plein de i, je sais plus exactement combien il y a de i au milieu de Split, mais il y en a pas mal. Et ça permet de pas mal réduire ce genre de dépenses, mais ça vaut aussi pour Spotify, YouTube Premium, Amazon Prime, enfin tout ce que vous voulez. Juste évitez de cumuler les abonnements, là c'est bien, elle a un abonnement à une plateforme. Je vous conseille vraiment de ne pas être abonné à plein de plateformes différentes parce que c'est vraiment ce genre de choses qui nous fait consommer énormément, alors que souvent on peut par exemple être abonné à Netflix, le temps de regarder les séries qui nous intéressent ou les films, et après basculer sur une autre plateforme, mais être abonné à tout en même temps alors qu'on va pas tous les utiliser en même temps, ça peut coûter quand même pas mal d'argent et parfois ce qui peut plomber des budgets, ce n'est pas du tout son cas, mais ce qui peut plomber des budgets c'est le fait d'avoir plein d'abonnements comme ça à 10 €, 15 €, 20 €. Je pense par exemple aux gens qui s'abonnent à beaucoup de chaînes de sport, à la télé, etc. Ça coûte toujours hyper cher et il y en a qui les cumulent. Par exemple ça va coûter pas mal d'argent et si on cumule sur l'année ou pire si on cumule sur 10 ans, ça fait vraiment une grosse somme dépensée. Elle a un prêt pour sa voiture de 173,88 €. Donc ça, il sera fini dans 2 mois, donc ça va bien lui libérer son budget. Il se termine en octobre, donc ça va lui permettre de mettre plus d'argent de côté ou alors de pouvoir utiliser cet argent pour autre chose. Là, elle n'a pas d'autres crédits en cours actuellement, mais si par exemple elle en avait eu d'autres, vous pouvez utiliser un concept qui s'appelle la méthode de remboursement boule de neige. J'avais vu ça sur le groupe Facebook Entraide, gestion budgétaire et minimalisme, je crois que c'est ça. Ou alors c'est dans l'autre sens, gestion budgétaire, entraide et minimalisme, voilà, c'est ça. Et dessus, il parle beaucoup de la méthode de remboursement boule de neige, c'est que dès que vous avez fini un crédit, la mensualité que vous remboursiez pour ce crédit, vous le placez dans un autre crédit et ça vous permet petit à petit de rembourser tous vos crédits beaucoup plus rapidement, sans stress et de retrouver la sérénité de ne plus avoir de crédit conso, de crédit, de plein de trucs. C'est vrai que moi je suis pas trop pour les crédits, après il y a des moments où on n'a pas le choix, donc dans ce cas-là on ne se laisse pas mourir de faim, on ne se laisse pas vivre sans frigo, on fait en sorte de résoudre ce problème-là. Mais l'idéal c'est vraiment d'avoir à terme une épargne de précaution pour les urgences qui nous permet d'être notre propre crédit à la consommation dès qu'on en a besoin. On prend de notre épargne d'urgence et on se rembourse soi-même ensuite, ça permet d'éviter les intérêts, etc. Après, une fois que le crédit est là, de toute façon, il faut bien le rembourser. Des fois, ça peut être très intéressant d'en faire un si on sait que plus tard, on va mieux gagner et qu'actuellement, on est dans une situation difficile. Enfin, je suis pas anti-crédit et je suis surtout pas anti-personnes qui souscrivent à des crédits. C'est plus que je trouve qu'on a tendance à nous vendre le crédit comme une solution miracle, comme une solution de facilité. Et parfois, ça peut nous inciter à acheter alors qu'on n'avait pas spécialement prévu de le faire. Et dans ce cas-là, on est vraiment doublement perdant. Moi, je reçois tout le temps des SMS de ma banque qui me disent « c'est bientôt les soldes, vous avez besoin d'un petit crédit à la consommation » ou ce genre de choses. Des fois, le même jour, je reçois un message pour me dire que mon solde est bas, ce qui est normal parce que moi, je garde pas beaucoup d'argent sur mon compte courant. Donc généralement, en fin de mois, mon solde est bas, ça veut pas dire que j'ai rien en épargne. Mais sur mon compte courant, il n'y a plus grand chose. Et juste après, je reçois un SMS qui me propose un prêt pour les cadeaux de Noël ou ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment très malhonnête comme pratique en fait, vu que souvent ils vont faire des crédits aux gens qui n'ont pas les moyens de souscrire à des crédits en fait. Et je trouve ça vraiment vicieux comme engrenage on va dire. Pour l'assurance de sa voiture, elle en a pour 46,98 € par mois. Donc on voit quand même qu'une voiture ça revient assez cher. Bien évidemment dans sa situation ce n'est pas possible de faire sans.
C'est pareil, je parle souvent du fait que dès qu'on peut le faire, dès qu'on peut ne pas avoir de voiture, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien au budget. Parce que là, par exemple, sans même compter l'essence ou le coût de la voiture, rien que l'assurance représente quand même une charge assez importante si on la cumule sur l'année. Alors c'est un peu le jeu quand on habite à la campagne. On va avoir plein d'avantages à vivre à la campagne, mais souvent on est aussi obligé d'avoir une voiture. Moi, tant que je peux ne pas avoir de voiture, j'en aurai pas. Après, je sais qu'un jour j'aurai envie d'une maison et d'aller vivre à la campagne et ce genre de choses. Bah, je sais qu'à ce moment-là, j'aurai probablement besoin d'une voiture. Mais en attendant, tant que je peux ne pas en avoir besoin, je n'en prends pas. Si vous avez la possibilité aussi, si vous êtes en train d'hésiter, n'hésitez pas à regarder le prix des voitures versus ce que ça vous coûterait d'habiter plus proche de votre travail, par exemple, pour y aller en transport en commun, à pied ou en vélo. N'hésitez pas à faire de ce genre de comparatif, c'est pas du tout un jugement pour les gens qui ont une voiture. Il y a plein d'endroits où on est obligé d'en avoir, par exemple mes parents sont obligés d'avoir des voitures, ils en ont une chacun parce qu'ils travaillent à des endroits totalement différents et que dans le village où j'ai grandi, il y a un seul bus qui passe par jour, donc vraiment ce n'est pas possible de faire ces déplacements en transport en commun. Alors, elle a fait reprogrammer la puissance de sa voiture qui est une DS3 diesel, ce qui lui fait gagner 1 litre au 100 km. Donc je ne savais absolument pas qu'on pouvait faire ça. Mais en tout cas c'est cool parce que mine de rien ça lui fera moins de dépenses liées à l'essence, enfin un petit peu moins. Sachant qu'à partir de janvier, sa mutation qui est dans la fonction publique hospitalière va l'obliger à faire 82 km pour aller à son travail. C'est très éloigné de son logement, malheureusement pour des raisons personnelles elle ne peut pas se rapprocher plus. Mais heureusement, elle a des proches à proximité de son travail, donc à 15 minutes en voiture de son travail, chez qui elle pourra dormir entre ces 2 jours de présentiel. Elle aura 2 jours de présentiel là-bas, 3 jours en télétravail, donc finalement elle aura à faire la route qu'une fois pour y aller. Elle dort chez des proches, là elle a quand même 15 minutes de trajet mais c'est pas énorme non plus. Elle refait les 82 km et après elle a 3 jours de télétravail. C'est vrai que le télétravail c'est quand même quelque chose de pas mal, ça s'est vraiment développé avec les confinements et tout ça, mais c'est vrai que ça change un peu les perspectives en termes de déplacement par rapport au travail, et c'est vrai que c'est cool parce que mine de rien ça fait moins de dépenses en énergie pour les gens qui travaillent loin comme ça, et même quand on habite en ville on a une certaine perte de temps dans les transports en commun ou peu importe, enfin souvent on peut perdre des fois 1 heure ou 2 heures par jour, il y en a qui perdent des heures et des heures. Je pense à ceux qui habitent en banlieue des grandes villes par exemple, des fois qui travaillent au centre-ville et qui doivent changer de transport, qui doivent en prendre 3 ou 4 différents le matin. Vraiment, c'est vraiment bien que le télétravail puisse se mettre en place. Donc pour elle, il y aura ça, ça va être bien. Malgré tout, ça va faire augmenter son poste de dépenses pour l'essence. Actuellement, elle fait un plein par mois qui lui revient à 85 €. À partir de l'année prochaine, donc de janvier 2023, elle pense qu'elle devra en faire un deuxième. C'est une estimation. Mais donc ça lui fera 85 € de plus. En tout cas pour l'instant elle est à 85 € d'essence. On reste sur ce budget là pour notre budget actuel et on verra les modifications ensuite. Elle paye ensuite 13 € par mois de taxes foncières donc pour son logement dont elle est toujours propriétaire. Ça après elle le payera plus, même si quand on est locataire on le paye dans son loyer finalement, puisque le propriétaire la paye et il la répercute sur le loyer. Mais voilà, ce sera une petite dépense en moins, c'est pas énorme, mais mine de rien, c'est toujours ça quand on cumule sur l'année, 13 € par mois à l'année, ça fait, j'ai pas le calcul en tête, mais ça fait 130, 156, quelque chose comme ça, 156 € à l'année, et ça fait toujours ça en moins à dépenser. En courses alimentaires, hygiène, etc., elle en a pour 110 € par mois. Donc vraiment un budget très correct, c'est à peu près le budget minimum que je recommande pour manger équilibré. J'ai fait mes 2 dernières vidéos sur le sujet si ça vous intéresse, pour voir comment manger avec 100 € par mois en mangeant équilibré. Je vous donne mes petites astuces pour réduire son budget tout en se faisant plaisir et en mangeant bien. Et la vidéo que j'ai faite juste avant celle-ci, c'était 3 idées de repas à 1 €, et vraiment je me suis trop régalée en faisant cette vidéo parce que souvent quand on réfléchit à des petites idées pour réduire son budget, on mange trop bien, et vous êtes plusieurs à avoir refait mes recettes. Ces 2 vidéos marchent très très bien. À chaque fois que je vais sur YouTube Studio, j'ai des petits feux d'artifice qui s'allument pour me dire que la vidéo a bien marché, donc tant mieux. Mais en tout cas j'ai vraiment déjà des retours dessus, il y a des gens qui ont testé ma recette de 7 ans, il y en a qui ont fait la recette du
petit déjeuner, etc. Et je suis très contente que ça vous plaise et que ça vous montre qu'on peut vraiment se faire plaisir même avec un petit budget. Et voilà, donc en tout cas 110 € c'est un budget très correct pour l'alimentation. De toute façon, même si elle avait dépensé 150 €, 200 €, chacun mange pour le budget qu'il veut du moment que qu'il s'en sort et qu'il arrive à payer son loyer et que ça risque pas de le mettre à la rue. Chacun gère son budget comme il veut. Mais en tout cas voilà, vous savez que 100 € c'est le budget minimum que je recommande pour manger équilibré, on va dire, au niveau des calculs que j'ai pu faire. Quand j'ai fait des tests de repas à mini budget, j'ai testé 60 € par mois, c'était vraiment pas assez. À partir de 90 € ça devient confortable et après c'est que de l'extra. Je me base bien sûr sur les prix de là où je vis. Si elle habitait en plein cœur de Paris, c'est un peu plus compliqué de réduire les dépenses puisque tout est plus cher. Ensuite elle envoie un virement automatique vers son épargne de 200 € par mois qu'elle a repris depuis mai, puisque avant, pendant quelques mois, elle n'arrivait plus à épargner entre la séparation, le déménagement, etc. C'est vrai que dès qu'il y a des changements de situation dans la vie, c'est très compliqué d'épargner, on dépense beaucoup plus d'argent, il y a plein d'imprévus. Et donc c'est vrai que des fois il y a des priorités, on ne peut pas forcément épargner tous les mois. Mais c'est vrai que c'est à prendre en compte et c'est pour ça que je recommande toujours d'avoir une épargne de précaution, même quand ça se passe merveilleusement bien avec son compagnon, même quand tout va bien dans notre situation, on ne sait pas ce qui peut se passer, il peut y avoir plein de choses qui peuvent changer dans notre vie. Et c'est bien que dans des cas où tout va mal, ou alors, on aura tous des passades dans notre vie où ça ira pas très bien et c'est quand même pas mal si à ce moment-là l'argent peut ne pas être quelque chose qui nous plombe encore plus. Donc vraiment n'hésitez pas à commencer à vous mettre une épargne de précaution, même si pour le moment c'est compliqué pour vous. Essayez d'envoyer par exemple 10 ou 20 € par mois en début de mois, vous le mettez sur votre livret A, sur votre LDD, sur un compte ou à la rigueur même sur un PEL, un compte bloqué, mais ça vous permet d'avoir cette petite épargne au cas où, parce que des fois on peut vraiment se retrouver dans la galère. D'ailleurs je vous recommande vraiment la série Made sur Netflix qui est super intéressante et qui parle de la reconstruction un petit peu d'une jeune femme qui quitte son foyer et qui part avec 0 €. Et vraiment c'est 0 $ pour le coup, mais c'est vraiment assez réaliste et j'ai trouvé que la mini-série était vraiment très très bien faite, très touchante. Donc n'hésitez pas à la regarder puisque c'est une réalité souvent dans les séparations. Ce sont les femmes qui s'en ressortent le plus appauvries. Donc faites attention à vous, je sais que je suis majoritairement suivie par des femmes. Ça veut pas dire que les hommes ne s'appauvrissent pas dans les divorces ou dans les séparations. Enfin, tout le monde généralement y perd dans une séparation en termes de finances. Mais parfois il y a des femmes que ça peut vraiment briser en termes de budget. Donc faites attention à vous et faites vraiment attention à votre épargne, ça peut vraiment être une source de liberté en cas de problème. On repasse sur une catégorie plus légère. En loisirs, elle en a entre 100 et 150 € par mois. Donc j'ai lissé à 125 € dans le tableau que je vais vous montrer pendant la vidéo. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré ou si je vous le montre après. Mais voilà, ça ce sera pour son budget loisir, donc ça compte les restaurants par exemple. Elle n'a pas de budget de vacances puisque pour le moment c'est pas prévu qu'elle parte en vacances. Après dès qu'elle fait des petites excursions, des petits week-ends ou quoi, c'est prélevé dans son budget loisir. Ça amène donc le total de ses dépenses à 1099 € environ, il y avait des centimes en plus. Pour ses charges fixes et variables, j'ai pas compté le virement vers l'épargne dans ça parce que je le compte pas dans des charges, même si c'est à considérer comme une charge si vous voulez vous obliger à vraiment faire un virement automatique, un prélèvement automatique en début de mois vers votre compte épargne, mais en tout cas c'est pas quelque chose qu'elle dépense réellement. En reste donc, après tout ce qu'elle dépense par rapport à son salaire actuel de 1670 €, il lui reste 570 €. Sachant qu'elle n'a pas mis de budget imprévu dans tout ça, je sais pas si c'est parce qu'elle l'a intégré dans d'autres choses ou si elle compte le prendre de son épargne par exemple, si elle en a, je ne sais pas quelle est son épargne actuelle. Mais dans le doute, j'ajoute une catégorie imprévue de 100 € puisque on ne sait pas ce qu'il peut se produire, c'est des imprévus, mais pour autant on peut quand même être à peu près sûr qu'il y aura des imprévus dans l'année. Peu importe ce que c'est, mais il y a forcément des petits trucs, on peut avoir le grille-pain qui lâche, on peut avoir besoin de racheter, j'en sais rien, des chaussures, des vêtements. Là j'ai pas de budget vêtements, donc peut-être qu'elle le compte dans son budget loisir, mais bon, au cas où j'ai mis 100 € et du coup ça lui laisserait 470 € après tout ce qu'elle a à dépenser. Ça veut dire qu'elle pourrait, si elle le voulait, épargner 470 € par mois. C'est quand même une super belle somme par rapport à ce qu'elle gagne. 1670 € c'est un petit peu moins que le salaire médian en France. Donc ça reste un salaire raisonnable, c'est pas un petit salaire mais c'est pas non plus un gros salaire.
et elle arrive quand même à épargner 28% de ses revenus actuellement, donc c'est vraiment impressionnant, surtout dans cette période de transition. Je trouve que c'est vraiment admirable. Actuellement, son objectif c'est de mettre le plus d'argent de côté possible pour pouvoir racheter seule. Elle hésite à acheter une résidence principale ou un bien locatif, sachant que l'appartement qu'elle va prendre lui coûtera assez peu cher, puisqu'il lui coûtera environ 400 € par mois pour un 70 mètres carrés. Donc c'est vraiment très économique. C'est vrai que la question peut se poser. J'ai pas une réponse précise à amener parce que ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Il faut savoir que louer un bien, c'est quand même une certaine charge mentale aussi, donc il faut le prendre en compte. Faut être disponible. Bon, après on peut le mettre dans une agence ou dans une conciergerie, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire pour déléguer, mais ça reste quand même une certaine charge d'avoir des gens qui habitent dans notre logement. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet, si on déménage ou si on veut partir très vite, de pouvoir le laisser en gestion à une agence et juste d'avoir un loyer qui rentre tous les mois. Dans tous les cas, moi je trouve que c'est toujours bien d'investir dans l'immobilier, c'est quelque chose de relativement sûr. Moi j'ai vraiment ce côté, c'est un peu le seul investissement dans lequel, au cas où, au pire, si ça se passe mal, on peut toujours vivre dedans et on n'est pas à la rue. Alors qu'en bourse par exemple, c'est pas forcément le cas. Je dis pas qu'il faut pas investir en bourse. Moi c'est pas quelque chose que je connais, donc je ne m'aventure pas dedans. Mais voilà, par exemple mon copain ça l'intéresse un peu plus, etc. Mais chacun va vers ce qu'il veut. Mais c'est vrai que l'immobilier, moi j'aime bien parce que je trouve que c'est assez simple finalement à comprendre et assez rassurant que ce soit dans de la pierre. Si c'est pour une résidence principale, ça peut être bien aussi si elle fait un crédit à peu près du montant de son loyer actuellement, ou par exemple vu qu'elle aura plus son crédit pour la voiture, elle peut mettre ce qu'elle payait dans cette mensualité là, elle peut le mettre dans un bien immobilier qui prendra beaucoup de valeur avec le temps, plus qu'une voiture. Donc ce sera vraiment quelque chose de sécurisant pour son avenir, sachant qu'elle est super jeune, enfin elle a 31 ans, donc ça veut dire que si elle s'endette par exemple sur 15 ans ou sur 20 ans, dès que le crédit sera fini, elle pourra repartir sur un autre crédit pour acheter autre chose, plus grand, une maison, ou je sais pas, un autre bien en location si elle en a déjà un, ou un premier bien pour le louer si jamais elle a acheté en résidence principale. Dans tous les cas, je trouve que c'est toujours une bonne idée d'investir, sauf si c'est quelque chose de très difficilement louable. Par exemple, dès qu'on va acheter quelque chose en construction, à rénover, ce genre de choses, c'est vrai que là, faut vraiment avoir une vision long terme parce que ça nous bloque un peu sur l'endroit. Mais sinon, par exemple, nous on a acheté cet appartement il y a 3 ans avec mon copain. On ne sait absolument pas combien de temps on va rester dedans, mais on sait qu'il se louera très facilement si besoin. Donc on l'a acheté en tant que résidence principale. Mais il y a un moment dans notre vie où ça deviendra un bien qu'on va mettre en location. Et ça nous permettra d'avoir une rentrée d'argent en plus. Dans tous les cas, le crédit immobilier c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet de payer sur une longue période au lieu de payer un loyer. Et ça permet aussi de payer au prix d'aujourd'hui un bien qui dans 20 ans en vaudra très probablement beaucoup plus, puisque pour l'instant c'est ce qui s'est toujours produit avec l'inflation, etc. Donc c'est quand même un investissement assez sécure. Donc si j'avais un conseil à lui donner vraiment en termes pour son objectif, pour mettre le plus d'argent de côté, je sais que ça peut faire peur, mais je lui conseillerais de mettre 470 € dès le début du mois en épargne, sachant qu'il lui reste les 100 € d'imprévu. Et comme ça peut lui permettre une fois que l'argent est parti de notre compte, souvent on ne le considère plus. Ça veut dire qu'au lieu de considérer qu'on a gagné 1670, on enlève ces 470 et on se dit j'ai gagné 1200 et je vais vivre comme si j'avais gagné 1200 €. Et souvent c'est assez efficace parce qu'on se dit comment je ferais si je gagnais 400 € de moins, je ferais avec. Donc là on s'adapte un petit peu à ça. Et sachant que c'est pas bloqué, faut pas le mettre sur un compte bloqué ou quoi que ce soit, s'il y a besoin on peut désépargner. Et il faut pas être démotivé non plus par le fait de désépargner. C'est pas grave dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a dépensé plus que prévu, que peut-être qu'il faut qu'on revoie un peu notre manière de gérer notre budget, ou alors juste il y a eu des imprévus et ça c'est pas grave. Mais voilà, on adapte, on repioche, on essaie de trouver la somme qui nous convient. Moi je fais vraiment toujours un virement dès que je touche mes revenus, sachant que moi c'est un peu particulier parce que je touche mon argent plusieurs fois dans le mois. Je vais avoir l'argent de YouTube qui va tomber vers le 20 du mois généralement, le 22. Je vais avoir l'argent de mes partenariats qui tombent un peu n'importe quand. Enfin, j'ai mes sommes d'argent qui tombent un peu tout le temps. Donc ce que je fais, c'est que je me garde une certaine somme sur mon compte courant et tout le reste, je l'envoie directement en épargne.
et je désépargne si besoin, ou si à la fin du mois il me reste des choses sur mon compte courant, je le mets en épargne. Il faut vraiment prendre un peu cette habitude de voir souvent son compte et de voir ça comme quelque chose de très facile. Installez l'application sur votre téléphone, il y a encore beaucoup de gens qui ne le font pas spécialement. Ça vous permet d'y avoir accès en une seconde, vous pouvez débloquer de l'argent facilement, mais vous pouvez quand même savoir que vous avez épargné une telle somme et ça vous donnera peut-être moins envie de la dépenser. Après, elle n'est pas du tout dépensière, enfin j'ai pas l'impression à la vue de son budget que ce soit quelqu'un de dépensier, mais si vous êtes une personne dépensière, ça peut vraiment vous aider à ne pas considérer cet argent comme disponible. Alors au niveau des changements qu'il va y avoir à partir de 2023 et des éventuelles économies possibles, j'ai référencé ça sur mon petit cahier et je vais vous lire tout ça. Donc pour Engie, donc c'est du coup le contrat d'énergie, donc électricité plus gaz, elle pourrait passer à 30 € par mois une fois qu'elle aura sa régularisation. Déjà ça lui fera un petit pactole parce qu'elle va toucher l'argent de la régularisation. Si actuellement elle consomme pour 16 € alors qu'elle paye 78 €, il y a quand même une belle différence. Moi j'ai mis 30 € parce que je pense qu'il faut toujours compter un peu plus, il vaut mieux se faire rembourser que de devoir rembourser une somme après. Enfin c'est pas très grave de devoir de l'argent, mais c'est toujours plus agréable d'en recevoir. Du coup ça lui ferait 48 € d'économie. Ensuite elle a l'assurance du prêt immobilier qui va s'arrêter puisqu'elle ne sera plus co-emprunteur sur ce bien en fait. Donc elle aura 43,60 € en moins. Mine de rien ça fait une très belle économie, sachant que c'était juste pour l'assurance du prêt immobilier. Enfin on voit quand même que c'est une mensualité assez élevée pour juste une assurance. Bon, même si c'est très pratique que ce genre d'assurance existe en cas d'accident de la vie. Mais c'est toujours cool de ne plus avoir besoin de le payer parce qu'elle ne fait plus partie de ce crédit. En taxe foncière, du coup, elle ne payera plus celle sur ce logement non plus. Donc ça fera 13 € de moins. Dès que le prêt voiture va s'arrêter, vraiment superbe économie. Moins 173,88 € à payer, ça c'est toujours agréable vraiment. Ensuite, en loyer, elle devrait payer environ 70 € de plus si le loyer est à 400 €, donc là ça dépendra du loyer précisément, si c'est 100 € de plus ou 50 € de plus, enfin, ça dépendra de ce qu'elle trouve, mais en tout cas pour son estimation, voilà, ça lui fera 70 € de plus, et elle aura en termes de salaire 110 € d'augmentation, et elle n'aura plus cette régularisation de 90 € par mois, donc ça lui fera 1870 € net une fois ses impôts prélevés à la source, donc vraiment un meilleur salaire. Ça fait une belle augmentation, même si en contrepartie elle va avoir plus de kilomètres à faire, mais vu que finalement elle aura à les faire qu'une fois dans chaque sens, c'est quand même une belle augmentation. Elle aura un plein potentiellement à payer en plus de 85 €, sachant qu'il y a quelque chose qu'elle va essayer de mettre en place, même si elle peut pas vraiment prévoir combien ça va lui faire d'économie, mais elle va faire du Blablacar Daily. C'est un peu le service de covoiturage de Blablacar, mais pour tout ce qui est covoiturage pour le travail ou pour les trajets quotidiens. Et c'est vrai que non seulement pour la planète c'est mieux d'être à 2 dans une voiture ou à 4 dans une voiture au lieu d'être tout seul, mais ça permet de répartir les frais si jamais elle doit payer le péage par exemple, et ça permet surtout de rentabiliser le trajet, l'essence, etc. C'est vraiment une très bonne idée de faire ça. Je trouve qu'elle est très astucieuse globalement et que son budget est vraiment très bien géré. Mais ça, elle l'a pas compté dans une source de revenus potentiels parce que pour l'instant elle ne sait pas si elle pourra trouver des gens avec qui le faire ou comment ça va se mettre en place. Donc on va juste compter le plein d'essence de 85 € en plus. Ce qui veut dire qu'à partir de janvier 2023, elle aura 323 € par mois de budget disponible en plus qu'elle peut épargner si c'est son objectif d'épargne, ou sinon elle peut en faire autre chose. Si elle a une passion à laquelle elle voulait se mettre, ça peut être le moment de s'y mettre aussi. Mais dans son objectif d'épargne, ça fait vraiment, ça vient se cumuler avec ce qu'elle pouvait déjà épargner, et là ça peut vraiment donner une épargne très intéressante. Ça lui donne une capacité d'épargne mensuelle de 794 €. C'est vraiment une somme massive, enfin vraiment c'est quelque chose qui peut vraiment changer une vie en termes de potentiel d'épargne. Peut-être qu'elle n'épargnera pas autant, c'est peut-être pas dans ses objectifs, peut-être qu'elle aura plus d'imprévus, etc. Mais en tout cas ça veut dire que si vraiment elle veut mettre ça en place, c'est possible de faire un virement automatique de 794 € chaque mois en début de mois, en maintenant son niveau de dépense actuel avec les petites modifications qui vont être mises en place. Et sachant que ça peut être augmenté si par exemple elle a, je sais pas, pour 40 € de Blablacar par mois en plus, voilà, ça lui fera épargner un peu plus, ou ça lui fera un petit budget loisir en plus si elle veut faire un resto en plus, ou ce genre de choses. Et c'est surtout quand on voit à l'année ce que ça représente comme somme d'argent, ça lui donne une capacité d'épargne de 9 522 € par an. Ça, pour se constituer un apport, c'est
hyper intéressant. Je ne sais pas combien elle a d'épargne actuelle, si elle en a, ça n'a pas été précisé dans les mails et j'ai pas spécialement demandé parce que peut-être qu'elle ne voulait pas partager ce point-là. Mais en tout cas, ça fait vraiment une belle épargne, un bel apport possible. C'est pareil, quand on fait le calcul sur 10 ans, bah, ça représente pas loin de 90 000 €, donc c'est vraiment une très belle somme, sachant que je la rappelle, elle a 31 ans, donc ça lui fait vraiment une capacité d'épargne sur du long terme qui est très intéressante. Je lui conseille vraiment d'investir dans l'immobilier, elle peut se renseigner sur ce qui peut être le plus intéressant dans sa région, entre louer à d'autres personnes, avec potentiellement les petits stress que ça peut amener, mais le fait que ça lui permet de pouvoir bouger quand elle veut, ou d'acheter en résidence principale, ça c'est à voir, mais l'un ou l'autre, je suis sûre qu'elle fera un choix qui sera bien pour elle, parce qu'elle a vraiment une manière de gérer son budget qui est admirable, vraiment, enfin, je le répète, surtout dans une situation qui n'est pas facile après une séparation, elle gère super bien. Son pourcentage d'épargne, donc, à partir de 2023, pourrait être, si elle le souhaite et si elle n'a pas de dépenses en plus, de nouveautés dans sa vie qui font qu'elle doit dépenser plus ou gagner moins, etc., pourrait être de 42% par mois. C'est vraiment énorme. La plupart des comptes frugalistes, des personnes qui parlent de frugalisme, vont parler de 30% d'épargne par mois, de 20% d'épargne. Ce qui est un peu recommandé comme base saine, on va dire, pour débuter dans l'épargne, ça va être du 10%. Et là, elle est à 42% si elle le souhaite. Donc c'est vraiment hyper important comme épargne, donc vraiment si c'est quelque chose qu'elle souhaite, je pense que tous ces objectifs vont pouvoir être atteints très facilement. Il y aura par contre probablement une régulation d'impôts en 2024, j'imagine, si elle gagne un peu plus. Ça c'est toujours le jeu, de toute façon dès qu'on gagne un peu plus on paye un peu plus d'impôts. Moi j'avoue que c'est quelque chose qui ne me dérange pas, j'ai jamais autant payé d'impôts que maintenant et pour autant je suis super contente parce que j'ai jamais aussi bien gagné ma vie qu'actuellement. Donc je trouve que c'est un espèce de cercle vertueux de dès qu'on a de l'argent on redistribue et c'est bien de savoir que le système est là pour nous s'il y a des moments où on n'a plus d'argent. Même si le système n'est pas du tout parfait. Mais en tout cas, c'est bien qu'on ait cette sécurité-là en France. Moi, je suis très contente de ça dans notre pays, en tout cas. Et sinon, elle m'avait mentionné aussi le fait que sa mutuelle, elle l'a trouvée trop chère et elle aimerait bien changer parce que sa mutuelle ne rembourse pas assez bien les frais optiques. Donc n'hésitez pas si vous avez des conseils de bonne mutuelle qui prend bien en charge tout ce qui est lié aux yeux. N'hésitez pas à le partager en commentaire pour lui donner des astuces si vous en avez une qui est bien. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Moi je ne m'y connais pas sur ce sujet-là parce que j'ai la chance d'être sur la mutuelle de mon compagnon. Sur sa mutuelle d'entreprise, il a pu m'ajouter gratuitement dessus. Donc ça c'est très chouette. Le jour où il sera en indépendant, on devra prendre notre propre mutuelle. Et là je devrais réfléchir à la question. Donc si vous avez des bonnes astuces en commentaire, partagez-les. Ça peut vraiment être intéressant, puis c'est le but de l'espace commentaire, d'échanger, de commenter. N'hésitez pas à lui donner des conseils, à partager vos situations, à vous demander des conseils les uns aux autres. Je veux vraiment que l'espace commentaire reste un espace bienveillant, que toute critique non constructive ne soit pas la bienvenue. De toute façon, je modère d'autant plus quand il s'agit d'une autre personne que moi. Parce que exposer son budget, même si c'est avec un pseudonyme, etc., c'est un petit peu se mettre à nu et des fois les gens sont un peu brusques et il peut y avoir des commentaires un peu, je sais pas, un peu déplacés en mode non mais tu dépenses beaucoup trop, moi j'aurais pas fait ça, il suffit de faire ça, c'est super simple, il aurait rien, enfin. Donc voilà, on garde un espace bienveillant. Et n'hésitez pas à la remercier d'avoir partagé son budget avec nous. Je suis sûre qu'il pourra aider plein de gens qui sont potentiellement dans la même situation qu'elle ou qui pourraient y être prochainement. Enfin voilà, je pense que c'est toujours ça qui est intéressant avec les partages. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, de m'avoir accordé du temps. Je sais que c'est un format qui peut vous permettre de trouver plein d'idées et je suis contente de pouvoir le partager avec vous. Merci à ceux qui mettent des likes, des commentaires, qui s'abonnent à ma chaîne aussi. Bon, à la fois pour vous, ça vous permet de retrouver mes prochains contenus. Vous pouvez être tenu au courant en activant les notifications. Mais moi, ça soutient énormément mon travail. Ça me donne de la légitimité aussi lorsque je travaille avec des marques, etc. Donc je vous remercie énormément. Et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!